don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Frédéric Deshay, bienvenue au podcast. On sent bien ce matin? Oui, super, Cool. merci de l'invitation. Oui, ça fait plaisir. Justement, on s'est connecté sur LinkedIn, on a fait un petit meeting préparatoire et tout ça. Puis, on a l'ambition de potentiellement avoir des studios à Québec. Puis, tu m'avais proposé Lévis, donc on avait des discussions pour jaser de ça. Puis, je me suis dit, on pourrait faire un podcast ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut développer et tout ça. Puis, parler de ton background, parler de Head Office. Parler de l'expansion de Head Office. Moi, j'ai utilisé les bureaux, de Head Office à Sainte-Julie avec Pascal Bastien, un collaborateur. Puis ça a été vraiment, on a fait un petit setup de podcast dans l'espace commun. Ouais. Les gens ils venaient, c'est super commun. Waouh, c'est cool ce que vous faites. C'est le fun, c'est familial, c'est des beaux environnements. Puis oui, en tout cas, fait que juste avant qu'on embarque dans Head Office, évidemment, présente-toi, parle un petit peu de ton background, de comment tu as lancé à Head Office. Oui, bien en fait, moi je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Ouais. Je veux dire, ma première business, on en a parlé dans l'entrevue pré-podcast. Je vendais des pétards à mèche quand j'étais au primaire. J'importais des pétards à mèche de la Floride, puis je revendais ça à l'école primaire. Fait que, je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là. J'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai participé au programme JE, jeune entreprise là, qui existait dans le temps au secondaire. Fait que j'ai toujours eu cette fibre-là. Fait que j'ai décidé de faire un bac en administration. J'ai fait après ça une concentration en communication, publicité. J'ai fait un bloc complémentaire en management marketing. Fait que j'ai essayé d'aller me chercher tous les outils que je pouvais pour me donner le plus de chances de réussir en affaires. Mais je suis quand même allé chercher de l'expérience sur le marché du travail. J'ai commencé à travailler en agence de pub pendant quelques années. Après ça, j'ai fait le saut du côté des médias comme vendeur, directeur des ventes chez New Age. J'étais allé chez Radio-Canada. Puis là, à un moment donné, le goût de me partir en affaires était toujours là. Je ne suis pas un entrepreneur en série, mais je suis un faiseur de plans d'affaires en série. J'ai fait vraiment beaucoup de plans d'affaires dans tout mon parcours pour finalement, en 2008, lancer une compagnie en publicité. Je faisais de la représentation média. En publicité, ça s'appelait Média Cartel. J'ai fait ça jusqu'en 2012. En 2012, j'ai lancé un site qui s'appelait Baxton. On voulait faire du commerce en ligne, création de contenu aussi. C'était comme les débuts un peu du marketing par le contenu. Fait qu'on a lancé ça. Ça n'a pas donné les résultats qu'on espérait. Donc, j'ai décidé de faire un revirement. Je suis allé travailler comme consultant en représentation pendant quelques années. Puis après ça, j'ai décidé de faire le saut puis de me lancer avec Head Office en 2017. J'ai ouvert le premier à Longueuil. En fait, dans ma tête, j'étais un peu tanné de l'industrie de la publicité. Je voulais faire autre chose. L'immobilier m'attirait. Je trouvais que l'idée de créer ce genre de communauté-là, ce genre d'environnement-là pour des entrepreneurs, je trouvais ça vraiment trippant. Fait que j'ai décidé d'ouvrir le premier. Puis pour moi, c'est un projet de pré-retraite. Là, je me suis dit, je vais faire ça pendant une quinzaine d'années. Je vais vivre de ça. Je ferai tout ce qu'il y a à faire. Je m'occuperai de faire ma facturation, ma comptabilité. Puis le plan, c'était d'en ouvrir un. C'était vraiment ça, le plan de départ. Non, c'était pas... il n'y en avait pas beaucoup sur la Rive-Sud. Fait que je me suis dit, je voyais peut-être une opportunité, mais là, tu te demandes tout le temps, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de besoin ou c'est juste parce que personne n'a osé le faire. Puis ça a été quoi la réponse à ça? La réponse a été super bonne. Moi, je me suis dit, j'aurais été un client de ce genre d'espace-là quand j'étais à mon compte. Fait que je me disais, je ne dois pas être le seul, mais c'était quand même un gros risque là, de signer un bail de 10 ans, d'investir dans des améliorations locatives. Fait que j'avais quand même j'avais quand même un bon stress. Puis à cette époque-là, bien évidemment, le coworking, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les bailleurs n'étaient pas tous très ouverts à ce genre de business-là. Ils comprenaient pas cette business-là aussi. Fait que c'était plus difficile à vendre à certains bailleurs, mais il y en a un qui m'a fait confiance à Longueuil. Fait que j'ai décidé d'ouvrir le premier. Puis après 6 mois, on était déjà en discussion pour agrandir, prendre du pied carré supplémentaire. Mais encore là, l'idée, c'était d'en ouvrir un. J'avais pas d'intention d'ouvrir autre chose, peut-être d'agrandir celui-là, mais pas plus que ça. Puis là, j'ai un client à un moment donné qui voulait aller à Montréal. Il n'était pas satisfait de ce qu'il trouvait à Montréal. Il avait aimé l'esprit qu'on avait développé chez Head Office. Puis il m'a convaincu d'en ouvrir un deuxième dans le Vieux-Montréal sur McGill. Fait que j'ai décidé de faire le saut. C'est sûr qu'eux, ils me rassuraient parce qu'ils prenaient quand même une bonne superficie. Fait que le risque était un peu moins grand. Puis là, c'est ça, j'ai décidé de faire le saut, d'en ouvrir un deuxième. Puis là, ça a été le début de l'empire. Je ne dirais pas un empire encore, là, mais de ce que Head Office est devenu aujourd'hui. En ce moment, vous êtes rendu à combien? Là, on va annoncer le 12e dans les prochaines semaines. Fait qu'on va être à 12 espaces à travers le Québec. Donc au tout début, là, c'est vraiment, tu t'es lancé, tu disais, il y a
un besoin, j'ai identifié un manque dans le marché, Rive-Sud, donc on va ouvrir un espace de coworking. Essentiellement, c'est ça ton process ou t'avais vraiment je me disais, il y a passion? plein d'entreprises. Moi, ce qui me faisait triper de ce concept-là, c'était vraiment d'être entouré de startups, d'être entouré d'entrepreneurs. C'était vraiment, c'est vraiment ça qui venait me chercher. Ouais. Puis, à un moment donné, des startups, c'est plus fragile. Fait que j'ai essayé de faire quand même un mix de professionnels, d'entreprises peut-être un petit peu plus établis, puis un mix de startups, parce que la startup, elle vient beaucoup dynamiser nos espaces. Fait que c'était de trouver l'équilibre parfait, entre une sécurité financière avec une clientèle qui est plus stable, leurs besoins ne changent pas beaucoup, on sait qu'ils vont être capables de payer, puis des startups que là, ils vont engager, les besoins vont changer, ils vont partir, il faut que je les remplace. Fait que c'est vraiment de trouver un équilibre, mais de créer des environnements qui étaient quand même tripants. Oui, parce que si on regarde ça, l'alternative, c'est quoi? Que tu as un entrepreneur qui se lance, qui va avoir un bureau physique, il faut qu'il paye un espace dans un bureau autrement qui est fermé, qui n'est pas connecté avec d'autres. Ça peut coûter beaucoup plus cher. Puis le coworking, ce qui est le fun, c'est justement petit peu la jasette de café aussi, les espaces communs, de venir dîner avec des gens que tu connais pas, faire du networking dans ta journée de travail. Puis là, potentiellement, j'ai jamais pensé, j'avais justement des besoins de marketing, faire des campagnes publicitaires. Mais parfait, on peut connecter puis faire quelque chose ensemble. C'est fou, là. Oui, puis au début, dans ma tête, ce que je faisais, c'était de l'immobilier. Je le voyais vraiment comme ça. Je louais des espaces, je les aménageais, puis il y a des gens qui s'installaient là. Puis ça n'a pas été long que j'ai compris qu'il fallait faire plus que ça. Puis que, dans le fond, les espaces, puis c'est vrai pour toutes les vous autres, vous êtes dans un espace de coworking. Exactement. Puis c'est beaucoup plus la communauté qui fait la différence que l'espace. De créer un bureau avec des murs, des tables, des chaises, tout le monde peut faire ça. Il n'y a rien qui te démarque en faisant ça. Mais en créant une communauté de gens qui se ressemblent, des gens qui sont capables de collaborer ensemble, c'est vraiment là que ça fait une différence. Puis je pense que la valeur ajoutée est là. Puis souvent, ce que je dis aux clients, puis nous, on offre toujours des journées d'essai parce qu'on veut que les gens goûtent à la communauté, qui viennent voir, c'est-tu du monde qui me ressemble, c'est-tu du monde avec qui j'ai envie de travailler, c'est-tu un esprit dans lequel j'ai le goût de travailler. Puis ça se peut que la réponse chez nous, ce soit non, mais ça va être oui ailleurs, vice-versa. Fait que, c'est de venir l'essayer. Je pense qu'on a quand même... On pense qu'on a créé une des plus belles communautés, là, puis c'est rare que les gens nous disent je me sens pas bien ou je pense que c'est pas ma crowd, mais il faut le tester, il faut l'essayer. Puis la beauté du coworking, c'est que c'est flexible, c'est généralement des ententes à court terme, tu n'es pas engagé sur du long terme. Fait que si ça te convient pas, c'est facile, tu n'es pas prêt avec un bail de 5 ans. Puis, nous, il y a beaucoup de nos clients, puis de plus en plus, parce qu'après la pandémie, on a beaucoup investi justement pour stimuler l'esprit de communauté puis de collaboration. Puis c'est pas rare qu'il y ait des clients qui me disent « Je paye plus que mon loyer juste avec la business que j'ai développée, avec les autres coworkers à l'interne. » Fait que ça, pour nous, ça fait juste confirmer que ce qu'on fait, c'est bon, puis ça a un besoin. Il y a un besoin pour ça. Là. Il y a un besoin de reconnecter, puis on va pouvoir sauter aussi dans le post-pandémie. La pandémie qui a frappé, on sait tous, en 2020. Fait que, c'était difficile. Je pense qu'on s'est tous retrouvés à venir travailler à la maison. Puis, est-ce que tu as vu comme recrudescence justement des gens qui voulaient reconnecter, revenir au travail, revenir au bureau ou des espaces de coworking, puis en relouer aussi pour leur équipe? Mais c'est assez fou, puis on est rendu en 2025, on en parle encore. Là, je pense que ça a été un... C'est marquant. Il y a avant et après Jésus-Christ, mais il y a avant et après la pandémie. Ça va être dans le livre d'histoire, là. Ça va être ça, à 100%. Puis, dans notre domaine, ça a été encore pire, ou en tout cas, je pense qu'il y en a plein d'autres domaines où ça a été frappant, mais nous, ce qu'on offrait, c'est de la flexibilité. Fait que nous, le jour où le gouvernement dit vous ne pouvez plus aller au bureau, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire je vais mettre fin à mon abonnement puis je reviendrai quand je pourrai. Fait que ça a été quand même difficile. Heureusement, on a eu des clients. T'as-tu des coupures comme on a des. Toutes les fois qu'on envoyait une facture, je le savais. Que là, il y a des clients qui disent là, finalement, on ne peut pas aller au bureau, pourquoi on paierait, on va canceller. Je le savais, là. Toutes les fois que c'était la facturation, je me croisais les doigts pour espérer que ça soit le moins pire possible. Mais on a quand même des clients qui c'était des services essentiels, il y avait besoin de travailler. Fait qu'on a réussi à passer à travers. Ça n'a pas été facile. Là. J'ai été creusé dans mes économies, réhypothéquer ma maison. Puis, j'ai pas eu le choix. Là. En fait, le choix que j'avais, c'était de dire je laisse ça aller, puis je fais faillite, comme plein d'autres, ou je me bouche le nez, je passe à travers, on trouve une solution. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je dis, OK, là, quand ça va repartir, ça va exploser. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est rendu là grâce à la pandémie, même si ça a été 2 années, peut-être quasiment 3 années difficiles. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on ne serait pas où on est aujourd'hui, ça c'est clair. Fait que ça, je pense que ça a été vraiment bon pour nous. Puis c'est sûr que quand ça l'a reparti, ça n'a pas été instantané. Il y a des gens qui
qui revenaient au bureau, mais là, il y avait des employés qui ne voulaient pas revenir. Il y a beaucoup d'employés qui jouaient un peu sur ça. « Je suis malade, je n'irai pas au bureau, je me sens pas à l'aise. Là, je suis tout installé à la maison. » Puis il y a des compagnies qui ont pris la décision d'installer leurs employés pour qu'ils soient efficaces à la maison. Fait qu'il y a quand même eu un... Tu sais, même après la pandémie, ça a pris un peu de temps. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on voit, les gens ils viennent dire « Je suis plus capable de travailler de la maison. Je suis plus capable d'être 24 heures sur 24 dans le même environnement. Non plus. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de développer ma business parce que si tu es un jeune entrepreneur ou solopreneur, si tu n'es pas dans un environnement où tu développes des relations, tu n'en feras pas de business. Puis la vente, c'est la base de tout. Fait que il y a ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent seuls aussi puis qui se disent hey, là, aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée. À qui je peux parler? Mais si tu es chez vous dans ton sol. Fait que il y a ça. T'as raison. Puis il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont réalisé que c'est pas vrai que c'est autant productif de travailler de la maison que de travailler au bureau. Tu sais, de former des nouveaux employés quand ils travaillent de la maison, c'est hyper difficile. Il n'y a rien de mieux qu'avoir un employé à côté de toi, d'entendre ce qu'il fait, de pouvoir répondre à ses questions aussi, en temps réel. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Je pense que là, on est revenu à un équilibre où il y a beaucoup d'entreprises qui disent on aimerait ça que vous veniez au bureau 2-3 jours semaine. On est prêt à faire des compromis. Puis là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a des employés qui sont là 5 jours semaine. Il y en a qui rentrent les fins de semaine. Qui viennent volontairement. Ah, ouais. Tout à fait. Il y a des employés qui aiment mieux venir travailler au bureau parce que là, ils comprennent que ça fait une coupure entre le travail puis la vie personnelle. Fait que c'est plus facile pour eux de venir au bureau puis de faire cette coupure-là. Tellement. Puis justement, d'avoir été obligé de travailler de la maison, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau de la santé mentale, de dépression, de fatigue, d'épuisement. Puis, comme j'ai vécu ça, puis j'étais comme, moi, il faut que... Parce que moi, pendant ce temps-là, je commençais mon podcast, fait que je filmais dans mon appartement, puis j'ai pu un peu recréer... d'inviter des gens à avoir cette connexion-là. Mais encore une fois, j'avais comme mon bureau à la maison. Puis j'étais comme, il faut que j'aille un espace dédié à ça, que je puisse me séparer. Quand je m'en vais chez nous, je relaxe. Puis quand je m'en vais ici, on travaille. Puis c'est juste plus sain, je trouve. Et je veux quand même amener un astérisque à ça, c'est que je pense que la pandémie a amené un effet positif de montrer qu'il y a une valeur ajoutée de travailler à distance, de travailler un petit peu de n'importe où. Plus en mode hybride pour les employés, si on parle au niveau d'un employé dans une entreprise, puis aussi d'un entrepreneur. Mais oui, fait que je pense que c'est d'offrir cette flexibilité-là. Puis je suis curieux pour tes employés à l'interne, est-ce que c'est ça que tu offres? Est-ce que c'est 2 à 3 fois max minimum par semaine? Comment ça fonctionne par rapport? Nous, c'est un peu différent. C'est sûr que nous, ce qu'on vend, c'est... On veut convaincre les gens de venir au bureau, c'est ça qu'on fait dans la vie. Fait que ça serait un peu bizarre que les employés travaillent toujours de la maison. Mais honnêtement, j'ai jamais eu besoin d'imposer ça. Je pense que les gens, j'ai créé un environnement où je pense que tout le monde a contribué à créer notre environnement de bureau. Tout le monde a contribué à aménager son espace. Fait que les gens viennent au bureau sans que j'aie besoin de leur demander, mais je veux dire, si quelqu'un a un rendez-vous chez le médecin, j'ai un employé qui déménage cette semaine, il y a des livraisons, mais il travaille de la maison, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème, on a quand même une certaine flexibilité. Les enfants, tu as des enjeux avec les enfants, c'est correct. Mais les gens viennent au bureau. C'est sûr que moi, la plupart de mes employés viennent d'assez près du bureau. On est toute une gang de la Rive-Sud. Fait que pas mal tout le monde, c'est assez facile de venir au bureau. J'ai un employé sur la Rive-Nord, mais elle va travailler dans un bureau sur la Rive-Nord. On a des bureaux un peu partout. Fait que c'est le fun. Ils peuvent quand même se déplacer au bureau, venir voir du monde. Puis, OK. Fait que c'est pas imposé, mais je pense que ça se fait naturellement parce qu'on a travaillé à créer un environnement où les gens ont le goût de venir au bureau. C'est ça, par eux-mêmes. C'est un peu c'est le succès aussi de Head Office, de venir, hey, c'est cool, c'est le fun, de venir travailler au bureau, right? Et non dire négativement, il faut que je me rende au bureau. Fait que ça, c'est cool. Parle-moi un petit peu de justement, quand tu engages un employé, c'est quoi les critères que tu regardes? Tu sais, non seulement, oui, les hard skills, mais au niveau soft skills, qu'est-ce que tu regardes? Moi, ça a toujours... j'ai embauché du monde, même dans des emplois avant, puis je te dirais, c'est 90% c'est l'attitude. OK. Moi, ce que je regarde, c'est ce que je pense que la personne peut me donner dans son attitude, dans sa personnalité. C'est sûr que quand j'engage un nouvel employé, c'est important que je sois convaincu qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe qui est là, pas l'inverse. C'est important quand il y a un nouvel employé qui fit dans la culture qui est déjà là. Il ne faut pas que la culture doive s'adapter à cette personne-là parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Puis souvent, moi, je vais quand même engager. C'est sûr qu'ils ont besoin d'avoir un minimum de compétences pour la job que je leur demande.
Mais ce que je leur dis tout le temps, c'est que je t'engage pour tes compétences, mais je vais te développer sur tes intérêts. Fait que si j'ai besoin d'un employé pour faire des ventes, mais tu me dis, hey, moi, j'aimerais ça faire des opérations, ben, tu vas rentrer aux ventes, mais éventuellement, je vais t'amener, je vais te développer pour que tu sois capable de faire des opérations ou vice-versa. Tu sais, j'ai un employé que j'ai engagé au marketing, puis ça n'a pas été long, il me dit, ouais, j'aimerais ça essayer de faire des ventes. Fait que là, tranquillement, on va l'intégrer dans les ventes. Fait que, tu sais, je pense que c'est une belle façon de garder ses employés, de leur donner ces possibilités-là de se développer ou de développer d'autres compétences. Puis je me suis mis dans la tête qu'il n'y a pas un employé qui est chez nous pour toujours. S'il reste chez nous pour toujours, tant mieux. C'est sûr que c'est l'objectif. Mais à un moment donné, je pense que tu ne peux pas retenir des gens de force. Fait qu'il faut que tu les développes. Tu vas chercher ce que tu peux aller chercher d'eux. Tu vas chercher ce qu'ils ont le goût de te donner. Puis après ça, ben advienne que pourra, mais il faut que tu leur donnes cette possibilité-là de se développer. Sinon, ils vont finir par partir de toute façon. Fait que, c'est-tu difficile de se détacher, d'être un peu, d'avoir le chapeau de, pas ami, mais du patron, de faire une séparation, puis aussi d'encourager une certaine culture d'entreprise. Quand est-ce que, c'est quoi la ligne par rapport à ça? Là? C'est sûr qu'à un moment donné, c'est moi, la culture que j'ai décidé de mettre en place, c'est ça. C'est une culture qui est très... j'aime pas ça de dire familiale, là, parce que dans une entreprise, c'est pas une famille, c'est des collègues, c'est une équipe. En fait, c'est plus une équipe qu'une famille, je pense. Parce que tu renvoies pas ton frère. Ben, c'est ça. Tu n'as pas la même relation que tu as avec des employés. Mais on est quand même tous très proches. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie dans notre équipe. Moi, il y a des choses que je fais que je devrais peut-être pas faire, mais si c'est moi qui est là qu'il faut qu'il le fasse, ben je vais le faire. Puis tout le monde est un peu comme ça. Je viens d'engager un VP qui vient de l'immobilier, puis que eux autres, c'est très hiérarchique, mais des fois, il est comme, OK, quand tu me disais que tout le monde est main dedans, c'est ça que tu voulais dire, mais ça fait partie de notre culture. Fait que, il n'y a pas de tâche, là. Non, il n'y a pas. Si t'es là, puis c'est toi qui es là, puis il y a un besoin, il faut que tu sois capable de le faire. Puis je pense que tout le monde adhère à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, si c'était toujours la même personne qui devait, je sais pas, moi, aller ramasser un dégât dans la cuisine, à un moment donné, tu te tannes, là, mais c'est ça notre culture. Fait que, on est quand même très proches un de l'autre. On essaie je crée beaucoup d'activités ensemble. Je m'implique. J'essaie de ne pas être l'ami, mais c'est difficile pour moi de ne pas... de ne pas m'intéresser à la vie personnelle de mes employés, de ne pas être près d'eux, de savoir ce qui se passe dans leur vie. Que ça soit humain aussi. Là. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un empathique dans la vie. Je suis quelqu'un qui est touché par ce que les autres vivent. Fait que, des fois, oui, c'est dur de faire la ligne là, entre les deux puis de ne pas mettre le pied de l'autre côté où là, ça vient t'affecter puis ça l'affecte tes décisions. Mais à un moment donné, tu peux pas être à l'inverse de ce que tu es dans la vie. Puis moi, je suis comme ça. Fait qu'il faut que j'apprenne à dealer avec. Oui, puis si on parle justement de votre stratégie marketing, justement, on a vu votre VP dans une des vidéos, puis on a vu pas mal de votre équipe. Je pense qu'il y a vraiment j'ai commencé à liker vos vidéos, puis justement, ça a vraiment bien fonctionné parce qu'on a pu faire le podcast par rapport à ça. J'ai pris connaissance de t'es qui, Frédéric, un peu plus. Fait que ça, c'est le fun. On rend plus humain la business de l'immobilier parce que c'est l'immobilier, c'est coworking, mais c'est rare qu'on voit la personne derrière qui gère ça. Right? Ben, moi, je suis pas quelqu'un qui aime me mettre de l'avant. En partant, c'est pas naturel pour moi, puis je cours pas après ça. Il y en a qui aiment ça, je pense. Il y en a qui le font bien aussi, puis que leur branding d'entreprise, c'est plus leur branding personnel que l'entreprise. Pour moi, je me rappelle quand j'ai des employés qui étaient arrivés puis avaient fait un genre de sondage, genre de vox pop avec les clients. Puis là, les clients parlaient beaucoup de moi. Puis là, ils étaient là, c'est vraiment cool. J'ai dit, OK, mais la prochaine fois, j'aimerais ça qu'ils parlent de toi, qu'ils arrêtent de parler de moi. Je veux qu'ils parlent de toi. C'est toi qui es en relation avec eux. Fait que, on a travaillé là-dessus. Puis là, on le voit. On le voit dans les commentaires qu'on reçoit, par exemple, dans des avis Google. Merci à Frédéric, parce que j'ai un employé qui s'appelle Frédéric aussi. Merci à Charles, merci à Mathis, merci à Jade. Je le vois, que c'est plus juste moi. Fait que moi, j'ai décidé que je voulais que ça soit l'entreprise au complet, puis que tout le monde a un rôle. Chez nous, tout le monde a un rôle. Dans nos packages, tout le monde a un impact sur les résultats de l'entreprise. Fait que tout le monde a sa contribution à faire. On travaille tous sur les mêmes objectifs. On a tous les mêmes axes stratégiques. Tout le monde a sa contribution à différents niveaux, mais on travaille tous dans le même sens. Tout le monde travaille pour la même mission. Est-ce que tu dirais que tes employés sont tatoués à Head-Office? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Je pense qu'ils l'ont à cœur. Je pense qu'ils aiment ça. Ils aiment la culture. Ils aiment l'équipe. Est-ce qu'ils l'ont tatoué autant que moi? Je ne le sais pas. Mais des fois, j'aime penser que oui. Là. En tout cas, c'est ce que je sens. Fait que s'ils l'ont pas, ils le cachent bien. Là, mais
pour finir sur le sujet d'avoir des employés, une équipe, puis un entrepreneur qui nous écoute, là, justement, qui engage ses premiers employés, puis qu'il faut qu'il y ait une discussion difficile, du genre, ça fonctionne pas, ça fait plusieurs fois que j'essaie de dire que tu fais une tâche, puis it doesn't work. Puis là, il est temps qu'on mette le point CI. Comment tu abordes ça? Bien, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que, tu sais, je te disais tantôt qu'il y a comme un virage qui s'est fait il y a à peu près 9 mois. Puis, tu sais, j'ai commencé à travailler avec 2 consultants, Adriane Bolossine de Apricus. On l'a reçu au podcast. Que tu connais. Puis, lui, il m'a mis en contact aussi avec l'équipe d'Axel, qui est une équipe formée en fait, on a tous fait la formation PCM, communication PCM. C'est des coachs avec qui je travaille sur une base hebdomadaire. On se parle régulièrement. Puis c'était un des enjeux que j'avais. C'était d'être capable d'adresser des fois des situations difficiles ou des choses qui faisaient que j'étais insatisfait ou que, bon, fait que c'était difficile. Puis à un moment donné, ce que j'ai réalisé, eux, ils m'ont comme forcé à le faire. Ils m'ont comme aidé à trouver l'angle, à mieux connaître mes employés, de savoir comment l'approcher avec chacun. Puis étrangement, le jour où j'ai fait ça, je me faisais dire plus souvent merci qu'autre chose. T'sais. Puis ce qu'on oublie des fois, puis moi, dans mon côté empathique, je me disais, hey, moi, j'aimerais pas ça, me faire dire ça. Fait que je le disais pas. Puis finalement, tu réalises, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis les gens ont besoin d'être en ligne, ont besoin de savoir qu'ils sont sur la bonne track, qu'ils font la bonne chose. Puis à un moment donné, il y a des façons de dire les choses. Mais je pense que c'est important de le dire. Ça fait moins mal que d'accumuler, parce que moi, c'était ça mon problème, c'est que j'accumulais jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'explose pour une niaiserie. Puis là, la réaction est exagérée par rapport à la situation. Puis là, en l'adressant au fur et à mesure, tu réenlignes les gens au fur et à mesure, puis à un moment donné, ils comprennent c'est quoi tes attentes, ils savent ce que tu as à faire, puis ça devient juste plus facile. Puis étrangement, je me fais dire des fois, hey, merci de me l'avoir dit, tu sais, puis ça, je ne m'attendais pas à ça, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Dire merci à un boss. Moi, mon boss me rentrait dedans. Tu sais, j'étais comme, ça venait me chercher. Peut-être parce que c'était fait de la mauvaise façon. Mais en tout cas, je pense que là, j'ai trouvé la bonne façon de le faire. Puis on essaie d'amener ça aussi dans la culture d'équipe, d'être capable de se donner du feedback, être capable de se le dire. Tu sais, si l'autre ne fait pas ce qu'il a à faire, puis que moi, ça me cause des problèmes, mais c'est important qu'il sache, puis qu'on réajuste. Fait qu'on essaie d'amener cette culture-là dans l'équipe, puis jusqu'à date, c'est payant. Là. Puis dernier point sur la culture, comment tu fais pour encourager le leadership, motiver quelqu'un, tu vois, hey, mettons, je prends Mathis. Mathis, là, je vois qu'il a du vouloir, il veut grandir l'entreprise, il veut monter. Qu'est-ce que tu vas faire pour mettre les bons avantages ou, mettons, mettre en contact les bonnes personnes? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'encourager? Bien, comme je disais tantôt, quand quelqu'un manifeste un intérêt, je vais lui donner du temps, je vais lui donner la possibilité de développer ça. Je vais commencer par lui donner souvent des petits mandats en lien avec ce qu'il veut faire. Puis moi, la chose que je leur dis tout le temps, puis je le répète régulièrement, tu as le droit de te planter. Tu as le droit de faire une erreur. Tu n'as pas le droit de faire 5 fois la même erreur. Non, c'est ça. Mais tu peux te tromper, tu peux faire une erreur, puis on va réajuster. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Je veux dire, moi, j'en ai fait des erreurs là, depuis 2017. J'ai probablement perdu un demi-million à faire des erreurs, tu sais. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Puis il faut pas que je vois... Tu sais, ce demi-million-là m'a peut-être permis d'en faire 3, tu sais. Puis c'est ça la réalité. Puis à un moment donné, il faut que tu apprennes, mais il faut que tu sois capable de vivre avec les conséquences. Fait que si tu fais une erreur, c'est pas moi qui va aller mettre le pansement sur le bobo. Tu vas t'en occuper, tu vas aller voir le client, il dirait que tu t'es trompé, tu vas corriger la situation, puis tu vas le prendre en charge. Puis je pense que c'est comme ça que les gens apprennent, mais il faut que tu leur donnes la liberté, il faut que tu leur donnes la possibilité, puis c'est souvent par projet, par petits projets pour commencer, puis tranquillement, ils se développent. Puis, en tout cas, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, puis en leur donnant cette liberté-là, ils viennent te voir, puis ils t'en demandent plus aussi. Ils veulent plus de responsabilité. Bien, je pense que, en tout cas, dans l'équipe que j'ai, c'est ce que je sens. T'sais, les gens viennent me voir, puis ils m'en demandent plus, fait que je leur en donne plus. Puis moi, ça m'en fait moins pour moi, fait que c'est gagnant. Non, j'adore ça, tu sais, puis c'est ça, je pense que c'est important d'encourager ces valeurs-là. De plus en plus, l'entrepreneuriat, ça devient un des sujets, tu sais, oui, l'entrepreneuriat, c'est beau, c'est fancy, mais il y a son lot de risques financiers. Fait que pourquoi ne pas s'implanter dans une entreprise qu'on trouve qu'à la mission où le propriétaire est nice, puis dire, écoute, je veux faire partie de l'entreprise, puis avoir des parts peut-être, mais d'avoir plus de responsabilités, faire des ventes, des opérations, whatever. Parlons un petit peu des ventes. Les entrepreneurs, je pense que, je ne vais pas généraliser, mais on est peut-être des bons techniciens ou des bons généralistes. Fait que, tu sais, on fait un petit peu tout. Mais on délaisse un peu peut-être la prospection, faire des ventes, développer un peu ses systèmes par rapport à son CRM. Fait que, qu'est-ce que tu as fait, toi, justement, pour optimiser, peut-être, aller chercher des clients ou prospecter? Est-ce que ça se fait naturellement? C'est quoi un petit peu ta stratégie? Oui, bien, tu sais, moi, j'ai fait des ventes une grosse partie de ma vie, là, fait que j'avais quand même un background, mais j'étais un peu tanné, pour être honnête, de faire. En tout cas, en pub, j'étais un peu tanné. Je trouvais que
Ouais. J'avais fait le tour un peu. Ouais. J'ai comme repris goût à le faire en immobilier, puis je le faisais très humainement. Ouais. Tu sais, je m'intéresse toujours plus à l'entreprise, la personne, l'entrepreneur, que de lui vendre un bureau. Puis je pense que ça a fait une différence. Ouais. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup moi qui le faisais. Puis, tu sais, dans notre domaine, du Google Ads, là, c'est ce qui nous génère le plus de leads. Là, c'est un naturel. Tu sais, quelqu'un qui cherche un bureau, la première chose qu'il fait, il va sur Google puis il cherche bureau à louer dans un secteur. Fait que ça, c'était assez facile pour ça. OK. Moi, j'ai toujours travaillé avec des CRM. Fait que, tu sais, moi, j'ai implanté ça. Même quand j'étais tout seul aux ventes, j'avais un CRM. Là, on vient de faire un gros switch. On a switché sur HubSpot. On est vraiment... Tu sais, on a pris la version Marketing Sales Pro. On est allé vraiment avec la totale. Fait que, tu sais, comme Mathis dans l'équipe, c'est ça son rôle. Tu sais, lui, c'est toutes les automatisations, comment on peut faire pour, tu sais, upseller. Jade s'occupe plus des contenus, des visuels, puis tout ça. Puis ils travaillent beaucoup ensemble pour... garder nos clients, informer des nouveautés, tout ça. Fait que c'est sûr que la portion inbound est très importante chez nous parce que c'est un no-brainer, là, c'est ce qui nous coûte le moins cher, puis on le veut. On la veut, cette business-là. Yep. Après ça, il y a une job de vente à faire, mais le lead rentre beaucoup en inbound. Ouais. Ce qu'on a commencé à travailler un peu plus dans la dernière année, c'est nos réseaux sociaux, de voir comment on peut faire, de mieux travailler nos clients. Des fois, on a des clients qui rentrent dans notre écosystème, puis on les oublie. Mais ces clients-là, c'est des gens qui peuvent nous référer des clients, qui peuvent des fois avoir besoin de services supplémentaires, qui sont juste pas au courant qu'on offre. 100%. Fait que là, on a vraiment travaillé ce côté-là. Puis là, j'ai engagé 2 personnes qui sont plus en développement d'affaires. Fait qu'on a un VP que son mandat, lui, c'est de développer tous les courtiers immobiliers. Parce que c'est une business qu'on n'avait pas beaucoup avant. Ils ne considéraient pas vraiment le coworking pour leurs clients. Fait que là, on a développé ce côté-là de la business. Puis aussi d'aller voir des entreprises, de leur présenter notre offre. Il y a surtout dans certains marchés, comme Lévis, Trois-Rivières, c'est des marchés où l'esprit du coworking est moins développé. Les gens, souvent, ils ne savent pas qu'ils en ont dans leur marché. Okay. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'offre du coworking, les avantages. Fait qu'il y a une petite job de plus à faire pour le vendre. Fait que là, j'ai engagé des gens qui sont plus en mode développement d'affaires. Fait que là, on combine vraiment les deux, mais 80% de notre business vient du inbound. C'est des gens qui vont nous trouver, qui vont faire des recherches, qui vont nous contacter. Mais là, on commence à développer plus d'événements. En fait, dans les événements, on a toujours des retours de gens qui c'est vraiment le fun. On a découvert, on ne savait pas que ça existait. Fait que ça nous aide beaucoup. Puis le référencement de nos clients. Nous, on a un programme de référencement. Quand un client nous réfère un client, il y a toujours on le paye. Là, on paye le client soit en gratuité sur son loyer. Tellement de bonne idée, ça. Puis chaque client, puis de plus en plus, on a des clients qui nous réfèrent d'autres clients. Puis c'est ce qu'on leur dit, c'est aidez-nous à bâtir une communauté comme vous. T'sais. Parce que si tu me réfères un client, il y a des bonnes chances que ce soit quelqu'un qui a la même mentalité ou la mentalité, personnalité, même valeur que toi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on crée une communauté qui se 100%. ressemble. Fait que c'est un autre aspect sur lequel on mise beaucoup. Je pense que c'est un point vendeur aussi par rapport à toi. Personnellement, je trouve que tu es une personne qui est très flexible aussi, ouverte aux collaborations, à développer des projets, non dire c'est notre offre, puis si tu rentres pas là-dedans, ça marche pas. T'sais. Ouais. Right? Ben, nous, la flexibilité, ça fait partie de nos valeurs, premièrement. Être flexible dans notre approche, flexible dans comment on deal avec un client. Mais ça veut aussi dire de l'aide dans nos packages, dans nos forfaits, dans ce qu'on peut offrir à nos clients. Je veux dire, on a des clients qui nous disent moi, j'ai besoin d'un bureau 2 jours par semaine, mais rationnellement, tu dis je peux pas faire ça. Là. Si je peux pas te louer un bureau 2 jours par semaine, quand moi, il faut que je le paye à temps plein. Mais là, on a développé une offre où là, ce qu'on offre à des clients, c'est de louer à la journée. Fait qu'on a un client qui prend tous les lundis, un autre tous les mardis, tous les mercredis. Puis on réussit à remplir le mois au complet comme ça, mais on leur a donné cette flexibilité-là. Fait que ça, c'est une offre. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ce genre de choses-là. On avait de la misère. Puis là, on dirait que depuis 1 an à peu près, là, on reçoit beaucoup de demandes pour ça. Fait que là, on a commencé à l'offrir un peu partout, dans plus d'espace. Nice. On a différents formats d'espace où on peut le faire. Puis ça fonctionne super bien. Fait que c'est sûr que pour nous, la flexibilité, c'est hyper important. Là. Puis je suis curieux pour ta stratégie de marketing, mais aussi des ventes. As-tu déjà pensé à faire des entrevues avec tes locataires? Tu sais, tous les entrepreneurs là, dépasser en entrevue mensuellement ou un truc du genre? Ben oui, on a déjà pensé. On avait essayé de faire un podcast. En fait, on appelait ça le collectif. Puis c'était plusieurs coworkers. En fait, c'est moi puis avec des coworkers. Puis on traitait différents sujets selon leur intérêt, leur entreprise. Ben oui. Fait que ça, on le fait. Mais tu sais, gérer un podcast, t'es bien placé pour le savoir. C'est pas facile. Ça demande du temps. Ça demande des gens qui sont disponibles. C'est vrai.
Puis là, on est encore, quand on a fait ça, c'était un petit peu après la pandémie. Fait que là, il y avait encore beaucoup de gens qui travaillaient de la maison, ils voulaient plus se déplacer. C'était un peu plus difficile. Puis ça devenait très difficile pour nous. Tu sais, moi, dans la vie, ce que je fais, c'était de l'immobilier. À l'époque, j'avais pas l'équipe que j'ai là aujourd'hui. Fait que, tu sais, éventuellement, tu sais, j'aimerais ça revenir à faire ça. J'ai juste, tu sais, là, mon but, c'était de me libérer du temps pour pouvoir le faire. C'est ça. Tu sais, là, on a lancé l'Académie Head Office aussi, qui est une académie de formation pour les entrepreneurs. Fait que, tu sais, on fait du mentorat, du coaching. En fait, c'est pas nous qui le fait. Là. Nous, on va chercher les meilleurs mentors, les meilleurs coachs, les meilleurs formateurs. Mais on leur donne accès à notre communauté, dans le fond, pour que tout le monde se développe. Fait que, c'est un côté que j'aimerais ça peut-être amener justement en podcast, là, d'avoir des entrepreneurs qui peuvent s'aider, qui peuvent... fait que, ça, c'est quelque chose qu'on veut développer. À 100%, tu sais, juste, je pense que toutes les entreprises en général doivent avoir un coin dans leur bureau, un espace que ce soit un studio ou création de contenu, que tu mets une caméra, un micro, puis ou 2 sièges. Tu prends un coin de mur, là, puis ça le fait. Là. Ben, c'est pas compliqué. C'est facile. C'est facile. Ben, c'est accessible. Parce que pour moi, c'est ça. Donc, c'est accessible. Je veux dire, moi, il y a des gens qui font du contenu avec leur cellulaire. Des fois, je les trouve plus intéressants que des gens qui ont un gros setup de podcast. Puis à un moment donné, tu peux pas t'attendre que tu vas intéresser tout le monde, que tout le monde va s'intéresser à ton contenu, mais si tu le fais bien et tu le fais avec la bonne volonté, il y a des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça le fun de voir toute cette variété de contenu-là sur des sujets complètement variés. C'est sûr que nous, on veut donner de la visibilité à nos clients aussi. Ça, c'est dans notre mission. Fait que oui, ça pourrait être une bonne idée de le faire. Ouais. On discutera. Ça pourrait être cool. Tout à fait. Je suis curieux. Justement, là, tu m'as parlé des locations, excuse-moi. À des jours précis. Ça ressemble à quoi tes différents packages, tes différentes offres? Est-ce que c'est un prix qui est fixe pour chacun des emplacements? C'est différent? Comment ça marche? Ben, nous, on a 2 types d'environnements, si tu veux. On a des environnements privés. Ça peut être un bureau privé ou une suite, tout dépendant de la grosseur des équipes. Généralement, dans ces espaces-là, ça va de 1 personne jusqu'à 50. Fait que, tout dépendant des formats. Tout dépendant des endroits. Il y a des endroits où on ne peut pas accueillir des équipes de 50. Je te dirais que le core, c'est des équipes de moins de 10 personnes. C'est pas mal ça, mais il y a quand même, on a certaines opportunités pour des équipes plus grandes. Puis sinon, on a nos espaces en air ouverte aussi. Fait que ça, c'est plus pour des travailleurs autonomes, des solopreneurs, des employés qui veulent juste sortir de la maison. Cette offre-là est pas mal la même partout. Là, c'est 419 dans tous nos espaces. Le prix est le même. Nous, on donne toujours accès au réseau complet. Fait que dès que tu as un forfait dans un bureau, tu as accès à tous les bureaux. Fait que ça, c'est quand même un avantage. C'est sûr que pour les bureaux privés, ben là, ça va varier de la superficie. C'est un bureau avec fenêtre, pas de fenêtre. Qu'est-ce que tu as besoin comme mobilier? Là, il y a plus de possibilités. C'est variable, ça dépend. Puis l'autre chose qu'on vend beaucoup, c'est les salles de conférence. On a beaucoup de clients qui utilisent nos salles de façon ponctuelle aux besoins. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, qu'on vend de plus en plus. Et événements, parce que oui, les conférences, ça rentre un petit peu... les salles de conférence sont un petit peu dans l'événement, mais mettons des événements, je sais pas, plus gros, une centaine de personnes et tout ça. As-tu la capacité de faire? Ça, généralement, on a dans certains espaces, c'est souvent nos cuisines qui vont servir, qui sont pensées pour ce genre d'événements-là. Fait que oui, on le fait. Ça, on l'a dans presque tous nos emplacements. C'est plus le côté événementiel. Après ça, on a des salles de formation, si on veut, qui peuvent accueillir jusqu'à une 50aine de personnes. Ça, on en a dans certains emplacements. Là, on en a une au centre-ville, une à Royalmount, on en a une à Sainte-Thérèse, puis une à Brossard. Fait qu'on est quand même capable d'accueillir des groupes plus gros. Puis sinon, pour tout ce qui est des groupes plus petits, là, mettons 15 personnes, 20 personnes et moins, là, ça serait plus dans des salles de conférence. Puis ça, on en a dans tous nos emplacements à travers le Québec. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment nice d'offrir ça, justement. Puis le prix de base aussi, mettons, plus abordable pour quelqu'un qui a juste besoin de travailler un petit peu puis d'avoir ses écouteurs, mais juste d'avoir accès à une cuisine, j'imagine, puis avoir plus de plaisir. 419, je veux dire, c'est quand même... Oui, puis on a même un forfait qu'on appelle l'accès illimité. L'accès illimité, c'est 200 par mois. Fait que pour 200, tu peux aller travailler, mais tu vas travailler dans soit les lounges, la cuisine, les espaces communs. C'est rien. Non, c'est vraiment accès pas cher. Accès limité à 200$? Oui, par mois. Puis tu as accès à tout le réseau. Fait que, c'est quand même un forfait qui est hyper accessible. C'est sûr que pour nous, c'est pas payant. C'est pas un forfait à ce prix-là. Je veux dire, juste en café, on offre le café gratuit. C'est pas payant, mais... Ça dynamise nos espaces. C'est des gens qui, éventuellement, vont peut-être passer à un autre forfait, un autre niveau. Puis, ce qu'on veut, ça fait partie de la communauté. Nous, on a besoin de monde dans nos espaces. On veut le plus de gens possible. Fait que
c'est un accès à autre chose. C'est sûr que ça ne vient pas avec tous les avantages. Tu sais, chaque forfait a ses avantages, mais c'est un forfait d'entrée. Là, quand les gens veulent essayer, veulent tester, souvent, c'est une bonne option. Le test aussi gratuit initialement. Oui, exact. On l'offre toujours. Ben, c'est le fun que tu aies des options vraiment abordables. Je pensais même pas que j'avais des prix autrement dans ma tête, mais c'est super, c'est le fun. Fait que pour des entrepreneurs qui se lancent, ça peut être stressant justement de dire, mettons, j'ai absolument mon business model me permet pas que je fasse ça à la maison, il faut vraiment que je paye un bureau. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher une marge de crédit? Est-ce que, mais là, non, OK, mais à ce prix-là, c'est peut-être plus intéressant. Fait que, puis généralement, ces gens-là payent leur package. T'sais, juste en jasant avec un peu de monde autour d'eux, là, ils vont se développer. Tu te pognes un deal par mois, puis tu payes ton loyer. Je ne vais pas mentionner les chiffres, là, mais quand j'ai fait le podcast dans les head office de Sainte-Julie, on a quelqu'un qui est allé prendre un café, là, puis il nous voyait faire, puis justement, il disait hey, on a une rencontre d'équipe en ce moment sur la stratégie marketing, puis on voudrait faire un peu ce que vous faites en ce moment. Ça vous tente-tu de vous faire qu'on fasse, avant que vous faisiez un pitch dans notre salle dans 15 minutes, genre. Je dis, sure, let's go, let's do it. Puis finalement, on a closé un contrat qui était assez payant, juste en me pointant là, puis en faisant un podcast avec Pascal. Fait juste en étant là au bon moment, dire, oui, OK, c'est une chance, c'est un bon moment, mais je veux dire, on l'a fait. Puis, fait que oui, tu sais, c'est juste des fois, tu prends le temps de jaser avec la personne qui se fait un café, qui met son lunch dans le micro-ondes, puis hey, c'est quoi ta business, tu fais quoi, tu sais, juste pour le fun, puis dans le pire des cas, tu as créé une connexion de plus. Ah, tout à fait. Puis c'est ce qu'on veut, puis c'est ce qu'on essaie de favoriser dans nos espaces. Ça. Très nice, très nice. Fait que parlons un petit peu des ambitions. 2025, ça ressemble à quoi? C'est quoi les KPI, les objectifs que tu veux atteindre? Oui, bien, cette année, on prévoit de doubler notre chiffre d'affaires par rapport à l'année passée quand même. J'ai engagé du monde aux ventes. On mise beaucoup, on a des nouveaux projets. Là, on a 2 ouvertures pour 2025, Laval puis Angus, qui risque d'être annoncé quand ça va passer. Là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, là, mais on devrait l'annoncer cette semaine. Fait que ça devrait être déjà annoncé. Fait que ça, c'est nos 2 grosses ouvertures. Puis là, on commence à travailler pour 2026 déjà. Parce que c'est quand même des projets comme ça, c'est quand même assez long. Là. C'est juste la négociation, des fois, c'est 3 mois. Après ça, les travaux. Parce que toi, tu rentres, excuse-moi, je te coupe, mais je suis curieux, mettons, tu as un espace, tu as un bureau, tu as un building littéralement que tu spots. Le processus commence quand? Puis ça finit quand? Genre, tu rentres en contact avec le owner, tu sais quoi un peu? Ben, ça dépend toujours des projets. T'sais, nous, on a une liste de marchés où on veut aller. Fait que ça, c'est des marchés qui sont sur notre liste, là, notre to-do. Puis comme là, l'année prochaine, on a identifié certains marchés. Fait qu'à ce moment-là, on travaille avec un courtier qui va nous faire une étude de marché, qui va nous dire, ben voici ce qu'il y a disponible dans le marché. Des fois, malheureusement, on ne trouve rien qui correspond à nos critères. Des fois, on se fait approcher par des propriétaires qu'on n'avait pas nécessairement identifié, mais on se dit, bon, OK, il y a un bon potentiel, on est capable de faire un bon deal avec ce propriétaire-là, il y a de l'ouverture, on sent que c'est un bon partenaire. Fait que des fois, on va aller dans des marchés qui n'étaient pas nécessairement prévus. Fait que ça dépend. C'est sûr que nous, ce qu'on cherche, parce que présentement, c'est hyper cher faire des travaux, là, c'est de plus en plus cher. Puis dans notre business, les améliorations locatives, c'est quand même assez dispendieux. Puis dans la business du coworking, ben, le problème, c'est que quand j'ouvre un espace, j'ai pas de clients. C'est le jour où je dis, OK, je signe pour ouvrir Laval, ben, j'ai 0 client. Exact. Je suis pas comme un bureau d'avocat qui déménage ses bureaux puis qui a déjà un chiffre d'affaires, qui fait juste changer de place. Fait que ça nous prend des propriétaires qui comprennent ça, puis avec qui on est capable de faire une entente en conséquence. Puis on est capable, nous, de donner sur autre chose, mais on a besoin d'aide au début. Mais souvent, on va essayer de trouver des espaces qui sont déjà aménagés. C'est pour nous, un espace qui est clé en main, prêt, c'est l'idéal. Ou sinon, qu'il y a le moins de travaux possible à faire. Parce que ce qui coûte cher, c'est pas de changer le tapis puis de repeinturer. C'est quand il faut que tu changes la ventilation, que tu construises des murs, que tu fasses de la démolition. C'est là que c'est plus difficile. Fait que nous, des espaces qu'on appelle base building, là, où il n'y a rien, c'est moins intéressant pour nous parce que ça coûte trop cher à aménager. Ben, j'imagine juste de dessiner aussi, peut-être. Mettons que c'est vide, puis là, il faut que tu montes des murs. Ben, combien de bureaux on va faire? Ben, ça, c'est le fun d'avoir un espace qui est vide parce que tout est à faire, puis tu peux vraiment... moi, je peux dire à ma designer, ben voici ce que j'ai besoin pour que ça soit rentable, ben fais-moi ça. Mais le problème, c'est que ça coûte... C'est après le problème. Faire un bureau privé, là, c'est 15 000. À peu près, là, si tu calcules les murs... Un bureau? Ben, un bureau, là, tu calcules la porte, les murs, la ventilation, les gicleurs, l'électricité, tout ça. C'est à peu près 15 000 faire un bureau. Fait que si je fais un espace de 10 000 pieds carrés, puis que là-dedans, je mets, mettons, une trentaine de bureaux privés...
peux faire le calcul, ça va assez vite. Tandis que si je prends un espace où les bureaux sont déjà là, ce que j'ai à faire, c'est refaire de la peinture, mais ça me coûte pratiquement rien. Puis là, je pars pas avec un demi-million dans le trou parce que j'ai mis ça dans... Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais un bureau de 15 000, ça peut me prendre. Puis là, j'ai du loyer à payer là-dessus. Ben oui, puis, fait que, c'est pour ça qu'on essaye de faire attention. Puis quand on est capable, c'est ce qu'on a fait à la Tour de la Bourse. On a pris un espace, c'était vieux, là, c'était les bureaux de la SAC qui étaient là depuis 25 ans. On a arraché le tapis, on a repeinturé, on a mis de la vitre, là, on a rajouté beaucoup de vitre parce que la vue est extraordinaire là, à Square Victoria. Mais ça a quand même coûté moins cher que de tout faire de zéro. Fait que, tu sais, dans nos critères, ça, c'est une des choses qui est quand même assez importante. Puis là, on a commencé à développer des marchés, pour répondre à ta question, à l'extérieur de la grande région de Montréal. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer. As-tu d'autres marchés dans d'autres provinces qui t'intéressent? L'Ontario, c'est quelque chose que tu veux toucher ou pas tout de suite? Bien, en fait, en ce moment, on hésite entre aller justement dans le marché hors Québec ou de continuer, parce que je pense qu'il y a encore de la place au Québec. Là. Je pense qu'on est encore capable de développer certains marchés. Puis c'est sûr que c'est plus facile pour nous de se développer au Québec. Parce que, tu sais, d'aller dans un marché à l'extérieur du Québec, là, c'est comme si tu pars à zéro. Tu sais, là, il faut recréer le réseau. On ne serait pas obligé de rebrander parce qu'on s'était un peu pensé dès le début. Là. Je me suis donné 7 ans avec Head Office. Tu sais, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui s'exporte quand même. Je peux aller pas mal partout avec ça. Puis c'était pour ça que je l'ai fait comme ça au début. Tu sais, ça veut rien dire, en fait, de la façon qu'on l'écrit, mais les gens comprennent ce qu'on veut dire. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut encore développer au Québec, mais tu sais, le jour où je vais aller à l'extérieur, tu sais, si je vais aller en Ontario, je peux pas en ouvrir juste un. Parce que là, ça sera plus l'esprit d'Head Office. Fait que là, il faut que j'aie un plan pour être capable d'en ouvrir 2, 3 par année pour qu'en 4-5 ans, on soit présent dans les principaux marchands en Ontario. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros step. Fait que c'est pas pour la prochaine année, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, on verra... On verra dans les 5 ans. T'sais, moi, il me reste 10 ans à peu près. Fait que, je commence à préparer de la relève. Dans 10 ans, c'est plus moi qui va décider. Fait que, ils feront ce qu'ils voudront. Mais je suis curieux, comment tu prépares une relève? Est-ce que tu targets certaines personnes ou tu dis, je sais pas, ou tu es un petit peu tu lances ça dans l'univers, je sais pas. Non, ben, tu sais, à l'interne, j'ai quand même identifié une relève. Il y a des gens qui, tu sais, tantôt quand je te disais là, que je favorise que les gens me le disent, ben, il y en a qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ben, tu sais, moi, je suis intéressé. Fait que, je n'ai comme à 2 volets. J'ai des gens plus vieux comme moi, qui ont plus d'expérience, qui, eux, le voient sur du plus court terme. J'en ai d'autres qui sont plus jeunes, qui, eux, voient un engagement à plus long terme. Fait que, c'est sûr que dans les 2 prochaines années, là, je vais commencer tranquillement. Parce que pour l'instant, j'ai 100%. Je suis encore toute seule là-dedans. Mais là, tranquillement, je vais commencer à... Pour ceux qui sont intéressés, il y en a que ça ne les rejoint pas, il y en a qui ne veulent pas ça. Mais ceux qui sont intéressés, en fait, c'est pas accessible à tout le monde. T'sais, ça marche un peu au mérite, puis il faut que je vois que ça apporte une valeur ajoutée. Mais en ce moment, je pense que tout le monde pourrait le mériter dans l'équipe. Fait que ceux qui ont de l'intérêt, ben, s'ils le manifestent, on va l'évaluer. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se faire, mais on est en train de préparer ça. Parfait. On va faire un lien tantôt avec la fin de l'entrevue avec mes 2 dernières questions que j'avais posées pendant le... fait que, tu sais, je suis curieux. Est-ce que tu as un type de client clé que tu préfères avoir dans tes espaces, tu es ouvert à tout le monde? Et au contraire, est-ce que tu as déjà eu des histoires d'horreur de genre, tu pensais que la personne allait être correcte, mais tu avais un petit peu des red flags? Tu sais, mettons, un mauvais fait de valeur, littéralement, peut-être qu'il ne payait pas ses factures en temps. T'as-tu des histoires d'horreur par rapport à ça? Ben, des histoires d'horreur, on en a toujours. Là. Je veux dire, on a quand même, en ce moment, on a 3000 clients actifs là, dans nos espaces. Puis, si je rajoute ceux qui ont quitté, qui sont plus là, je veux dire, on a peut-être 5000 clients qui ont passé. Fait, mais quelqu'un qui quitte, c'est quoi ça? C'est parce qu'il ben, y en a qui ne sont plus en affaires. Il y en a qui changent carrément, qui décident de retourner comme employés. Il y en a des fois que ça grossit tellement qu'on n'est même plus capable des supporter. Ça arrive. Puis pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Je veux dire, ben, c'est une bonne nouvelle. On ne veut pas que les clients s'en aillent, mais au moins, ils s'en vont pour une bonne raison. Et non parce que... on a l'impression qu'on a un peu contribué à leur succès, puis on est content de ça. Mais ça arrive. Mais tu sais, des histoires d'horreur, des clients qui ne payent pas, il y en a tout le temps, qu'il faut courir après. Mais je te dirais que là, on a comme un peu changé nos procédures, nos processus. Puis ça arrive de moins en moins souvent. Là, on est beaucoup plus alerte. On a quelques histoires là, qui sont arrivées dans le passé, soit parce que j'ai été négligent, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, puis on s'est fait avoir. Puis ça rentre dans les apprentissages que je te disais tantôt de... Tu m'as eu une fois, mais il ne faut pas que je me fasse avoir 2 fois. Fait que on essaie de faire attention, puis ça arrive de moins en moins souvent. Mais sinon, des problèmes de fit
c'est pas arrivé... Non. Pas vraiment. Je te dirais, c'est peut-être arrivé une fois à un moment donné, puis c'était dans les débuts, quand j'avais juste quelqu'un- Longueuil. Je te donne, excuse-moi, mais je te donne un exemple. Quelqu'un qui respecte pas l'intimité des gens, tu sais, qui parle fort, qui fait du bruit, tu sais, qui est très invasif, mettons, tu sais, veut pas Ouais. un espace commun, là. Faut Ouais. qu'il y ait un respect, là. Ben non, ça, c'est honnêtement, le- tu sais, je veux dire, j'en ai des gens qui parlaient fort, mais tu sais, le monde, si tu leur parles bien, puis tu leur présentes ça, généralement, Ouais. tu sais, ça passe bien. Ouais, Puis j'en ai ouais. un en tête, là, je le nommerai évidemment pas, mais lui, il parlait juste fort. Ben, on a eu des discussions, puis il a dit, gars, finalement, je vais prendre un bureau privé, comme ça, je dérangerai. Puis ça a été réglé, ça a été Exact. fini, on n'en parle plus. Tu sais, les plus gros problèmes qu'on a, c'est ceux qui se ramassent pas, tu sais, dans la cuisine, qui laissent traîner leur vaisselle. Mais Ouais, tu je sais, ça, comprends. c'est à force de La répéter. petite affiche, là, mettez Ben, vos tu sais, on trucs met dans des le affiches, on met des caméras, on est capable c'est de ça. savoir c'est qui, mais tu sais, à un moment donné, si tu le fais pas. Là, Mais- c'est une discussion awkward avec, j'imagine. Ouais, mais je te dirais que la communauté le font beaucoup entre eux autres. Ouais, c'est parce bien que, ça. Ok. tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je reçois des clients au bureau, là, puis j'arrive, la cuisine est. Tu sais, c'est pas le fun. là, Ben non, j'ai pas du le tout. goût. Fait que si je vois quelqu'un qui se laisse traîner, ben, j'ai le droit d'y Ben dire, ouais. de ramasser. Tu sais, fait qu'il y en a beaucoup qui Ouais. le font, il y en a qui le font pas. On essaye de tout faire en sorte que Exact. ça arrive le moins possible. Ouais. Mais les gens entre eux autres, des fois, ils vont Ouais. ils vont se le dire. Puis, tu sais, honnêtement, ça fait depuis 2017, là, fait que ça fait 8 ans, presque 8 ans. Puis, tu sais, des chicanes de clients, j'en ai pas eu. Tu vois, ouais, c'est nice. J'ai pas eu de grosses situations à gérer au Ouais. point que j'ai été obligé de dire à quelqu'un de s'en aller. C'est Non. pas arrivé. Tu sais, de toute manière, eux, ces gens-là payent aussi pour un espace de bureau. Puis fait qu'il faut pas qu'ils attendent à ce que ouais, je paye, fait que c'est pas à moi de ramasser mes affaires, mais c'est pas de ma c'est Des comme fois, un il peu faut du leur co-living. expliquer. Parce que, tu sais, c'est un il y a peu des gens qui viennent mettre des fois de grandes entreprises Ouais. où il y a un employé dédié à ça, de ramasser les tasses, ses Ouais, bureaux. c'est ça, Puis eux autres, ils pensent que c'est juste la même chose chez nous. Mais là, à un moment donné, il faut passer par le dirigeant et dire, hey, ça. c'est important que tu expliques à ton équipe que c'est un coworking. Tu sais. Fait que si toi, tu veux le faire puis ramasser les tasses de tout le monde pour les amener, ça t'appartient. ouais, c'est ça. Mais il faut que ça soit fait. Tu sais, nous, on n'a pas un employé dédié à ça. C'est un espace de coworking. Fait qu'il faut que tout le monde se ramasse. C'est une communauté. Tu sais, tout le monde, il faut qu'il contribue. Fait que, en général, les gens, ça va quand même assez bien. Là, ça fait quand même un bout de temps là, qu'on rode. Puis c'est important d'être clair au début. Fait que déjà, ça l'aide. Puis on n'a pas tant de problèmes avec ça. Je suis curieux, c'est toujours une question que je pose. Si on revient à la question, as-tu un client? C'est quoi un client parfait pour toi? Quelqu'un qui rentre chez Head Office? Ben, un client parfait, c'est un client qui contribue à la communauté, tu sais, Ok. qui va s'impliquer, qui va être présent, qui va Ouais. être capable d'échanger avec les autres, mais en même temps, on n'est pas un club med. Fait que, tu sais, moi, le client qui n'a pas le goût de parler à personne, il a le droit, là, tu sais, ça y appartient, il a son espace. pas imposé. Mais si tu me demandes le client idéal, tu sais, c'est quelqu'un qui va parler aux autres, qui va développer sa business à l'interne. sens. Tu sais, c'est sûr, un client qui paye, Ouais. là, tu sais, c'est important, Ça, là, c'est de tu sais, base, c'est ouais, c'est la exact. base de toute business. Oui. Mais, tu sais, puis j'aime ça avoir une balance. Tu sais, c'est sûr qu'un client qui s'en va, c'est jamais le fun. Ouais. Mais c'est souvent le genre de business qui dynamise beaucoup les espaces. C'est des startups qui grossissent, des startups qui essayent quelque chose puis que ça ne fonctionne pas puis Ouais. qui doivent partir. Ça fait partie Ouais. de la game. Fait que ça, pour moi, c'est important. Puis c'est important d'avoir des clients stables, des clients que leurs besoins ne changeront pas aussi. Ouais. Parce que, à un moment donné, si tout le monde change de place sans arrêt, maintenant, on n'y arrive Non. plus. Mais non. Puis ça ne fonctionne pas. OK. Fait que, mais tu sais, il n'y a pas de client idéal à part. Tu sais. Justement, remplir ces critères-là, Exact. avoir du respect. Exact. Si on parle un petit peu des besoins, je suis en marketing, puis j'ai des clients souvent que, oui, on filme principalement en studio, mais des fois, hey, ça serait nice qu'on aille ailleurs dans des espaces privés intérieurs. Tu sais, l'été, c'est le fun, on peut aller à l'extérieur, mais bon, une grosse partie de l'hiver, il fait frais, c'est bon l'hiver. Fait que, on veut des espaces intérieurs. On avait déjà essayé d'autres espaces que c'était un espace de coworking qui réservait un espace commun, mais en même temps, il y avait tellement de bruit ambiant que on shoot. Puis là, c'est qu'il faut que tu ailles un portier, c'est quelqu'un qui gère ça. C'est compliqué. Puis il n'y avait pas tant d'options possibles de genre de filmer à l'intérieur sans réserver, je sais pas, une salle de conférence. Puis tu sais, je veux dire, le background, c'est une table. Puis c'est pas tant personnalisable. Fait qu'un espace commun, c'est plus beau. Tu sais, as différents divans, whatever. Fait que je trouvais ça, puis j'étais comme, il y a un manque, puis il y a clairement un besoin qui peut être rempli là, tu sais, de réserver de l'heure ou tu sais, de une demi-journée. Souvent, c'est des shows de 2, 3, 4 heures, fait que t'as pas besoin de plus que ça. Mais tu sais, de créer un espace isolé, que genre, t'as pas 8 personnes qui rentrent en même temps, qui vont dîner, puis tu comprends ce que je veux dire? T'as-tu jamais eu ce genre de demande-là, de Oui, ces gens-là? on right? en a encore. En fait, Okay. on a quelques photographes C'est ça, qui exact. viennent souvent faire des shootings dans nos espaces. Ouais. On a des espaces qui sont plus... C'est sûr que pour un photographe, le bruit, Photographe, c'est c'est pas moins un grave, enjeu. ouais, là. c'est ça, exact. Mais tu sais, on a... tu connais probablement PC Jolicoeur. Ben oui. PC, il a longtemps fait son contenu. Tu sais,
je pourrais retourner dans des vieux contenus, je pourrais te dire, tu sais, ça a été fait dans nos bureaux. Sérieux, je savais pas. Fait que, ouais, il a tourné beaucoup cool. c'était un de nos clients longtemps. Wow. Puis même depuis qu'il est parti, parce que là, il a loué ses propres bureaux, Ouais, son c'est équipe ça. a grossi. Ouais. Puis jusqu'à il n'y a pas longtemps, il venait encore dans nos espaces. Il a changé un peu sa stratégie de contenu. Ouais. Mais il venait régulièrement dans nos bureaux. Puis ça, on en a quand même plusieurs. Puis on a quand même certains espaces où tu as quand même plusieurs setups possibles. Puis c'est un espace fermé, privé. Bien, fait que ça, on en a. Ouais. Puis sinon, c'est sûr que les fins de semaine, les soirs aussi, c'est plus facile. Je sais que des fois, pour vous autres, c'est peut-être plus difficile, là, mais là, c'est sûr qu'il y a moins de bruit. Fait que ça donne d'autres options que peut-être qui n'auraient pas été disponibles sur les heures de bureau. Mais on a plein de possibilités. Si je prends mon exemple concrètement, l'important, c'est, mettons, je veux un setup de podcast ou un bureau, ben c'est surtout l'enjeu du son. Les claques, les portes qui claquent, c'est le bruit ambiant, ça parle. On veut pas ça, idéalement. Fait que, d'avoir un bureau qui limité certains ou qui est éloigné un peu, qui est isolé d'une certaine manière, c'est un gros avantage, 110%. Oui, ben, sinon, on a des salles aussi qui sont privées. En tout cas, on a différentes manières, différentes façons de le faire. On a des compagnies qui produisent du contenu. Tantôt, je parlais des locations de salles, mais qui prennent un package, justement, où ils ont un escompte pour louer des salles, puis ils fonctionnent de cette façon-là, puis ils utilisent nos espaces pour c'est bon savoir. contenu. Bon savoir parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, justement, en vidéographie, photographie qui écoutent. Là, fait que d'avoir ces options-là dans Head Office, c'est demi, puis avoir plus de flexibilité. Est-ce que on pourrait se pointer puis amener du mobilier? C'est quoi la limite de personnalisation dans un bureau qu'on loue, mettons? Ben nous, dans le fond, on loue l'espace. On offre du mobilier. Ça fait partie de l'offre, mais c'est quand même un mobilier de base. Sure. Fait que les gens peuvent soit compléter ce qu'on leur offre avec leurs effets personnels. Puis il y en a carrément qui me disent, moi, je veux juste le bureau, j'ai déjà mon setup, je viens. On peut même peinturer. C'est sûr que si vous peinturez, ben là, il y a des frais pour la remise à neuf après, mais une fois que vous avez loué votre bureau, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Ça, on offre. Dans les aires communes, on essaie de contrôler un peu plus parce que là, à un moment donné, on va perdre le contrôle. Mais quand les gens louent un espace privé, ils peuvent customiser autant leur mobilier que la déco. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est bon. C'est des petites questions techniques, mais j'aime ça les poser. Fait qu'on arrive déjà à la fin de l'entrevue. Mon cher, j'ai 2 dernières questions pour toi. Faire un lien avec ce qu'on parlait de retraite et tout ça. Fait à 51 ans, c'est quoi ta vision du succès? C'est clairement pas une question d'argent, en tout cas. Moi, j'ai bien de la misère avec les entrepreneurs qui flashent leur... c'est correct parce qu'il y a une fierté de l'avoir fait, mais en tout cas, pour moi, c'est pas ça. Moi, si j'ai réussi à laisser une entreprise qui est saine à ma relève, puis que je réussis à avoir une belle retraite, je vais être bien heureux. J'ai pas des grosses ambitions pour la retraite, là, fait que, c'est pas ça mon objectif. C'est sûr que la profitabilité est plus importante que le chiffre d'affaires. Puis, je veux dire, si tu flashes tes affaires et que tu as fait du profit, ben, je peux juste être admiratif de ce que tu as fait, mais je trouve qu'il y en a trop qui laissent croire cette image-là. Puis, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Puis, si ton seul objectif, c'est de faire de l'argent, je pense que tu vas être malheureux. Là. C'est pas, si je peux être heureux dans ma business, avoir le goût de continuer, de le faire encore pendant 10 ans, parce qu'il y a 1 an, je t'aurais dit, moi, 5 ans, puis je débarrasse. J'ai eu une année très difficile l'année passée. Puis là, aujourd'hui, je me vois même au-delà du 10 ans, peut-être me garder un petit pourcentage, venir faire mon tour une fois de temps en temps, juste m'assurer que tout va bien. Fait que, pour moi, le succès, c'est plus d'être heureux dans ce que je fais, d'avoir plus de bonnes que de mauvaises journées. Si je réussis à faire ça, je pense à la pêche la fin de semaine. À la pêche la fin de semaine, de pouvoir prendre des vendredis off une fois de temps en temps. D'avoir une équipe qui est heureuse aussi, de sentir que l'équipe est heureuse. Pour moi, c'est plus important que d'avoir le beau char, financier. la grosse maison ou les voyages. Exact. Oui, ça fait beaucoup de sens. Puis c'est comme on se disait dans notre meeting préparatoire, on associe succès à l'argent, mais c'est beaucoup plus que ça. Dans le sens, ça peut être une motivation à court terme. Puis tu peux littéralement te rendre à ton chiffre de rêve, mais après, c'est comme c'est what's next. Si tu sais pas ce que tu veux faire avec cet argent-là ou comment tu veux, l'impact, tu veux rebâtir, tu veux réinvestir, ça reste un chiffre dans ton compte en banque. Oui, puis moi, j'ai dans ma formation PCM, j'ai découvert que j'avais un côté empathique et énergiseur. Puis là, énergiseur a besoin d'avoir des projets. Fait que moi, si je peux pas me permettre d'avoir des projets, je serais pas heureux. Fait que l'académie, ça vient de là. C'est un projet que j'avais le goût de faire. Fait que tant que je vais pouvoir faire ça, puis que je vais avoir une équipe qui est capable de prendre en charge, qui ont à prendre en charge, puis que je vais pouvoir m'épanouir là-dedans, ben, je pense que je vais pouvoir dire que j'ai du succès. Puis, je pense que oui. Ouais. Carrément. Dernière question. Oui. Si tu avais l'opportunité de parler une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais?
développe-toi un meilleur réseau. Clairement, forme-toi le plus possible. Tu sais, il y a 25 ans, ça fait pas 25 ans que je suis en affaires, là, mais j'y pensais déjà, puis clairement, il me manquait beaucoup de cordes à mon arc. Puis, tu sais, tantôt, on le disait, il y a des choses que je sais aujourd'hui à 51 ans que je me dis, ça n'a pas de bon sens, que je savais pas ça avant. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en étant dans un coworking, je pense que ça l'aide, là, mais sinon, tu sais, va dans des événements, rencontre du monde, parle à du monde, tu sais, sois vulnérable aussi. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui dit hey, « moi, ça va bien », puis qu'en réalité, ça va pas bien. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider, qui n'osera pas t'aider, parce qu'il se dit « ça va bien », tu sais. De dire « j'ai tel problème ». Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher de l'aide. Tu sais, les entrepreneurs aiment ça, parler de leur business, aiment ça s'aider, aiment ça parler de leurs bons coups, de ce qu'ils font de bien. Fait que, tu sais, c'est important d'être capable de sourire peut-être aux bonnes personnes. Hein. Ça veut pas dire d'aller sur la place publique et dire, je suis dans la merde, j'ai plus de cash, puis c'est pas ça. Mais c'est de se concentrer, c'est bonnes choses. Puis, tu sais, moi, ce qui a fait la différence en travaillant beaucoup avec Adriane dans la dernière année, c'est à un moment donné, c'est comme de diminuer mon niveau de stress. Parce que c'est stressant être entrepreneur. Là, veut pas. Des mauvaises nuits, on en a toutes. Il y a tout le temps des journées, des semaines plus difficiles. Fait que, d'apprendre juste à relativiser, d'être plus en mode solution qu'en mode panique. Des fois, juste de dire, OK, là, telle situation, là, ça va pas bien, je me sens pas bien. OK, pourquoi? C'est quoi les solutions? Puis là, quand tu tombes dans le mode solution, là, les solutions arrivent, les problèmes se règlent. Fait que c'est ça. Fait que c'est y aller un step à la fois, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir prendre trop de grosses bouchées. Puis c'est ça, de bien s'entourer, puis d'avoir un bon réseau autour de nous autres. Puis j'adore ton point que tu dis, on n'est pas tout seul. Quand on se lance en affaires, on peut avoir la mentalité de dire je suis tout seul dans mon grind ou dans mon lancement d'entreprise, mais en réalité, tu as beaucoup de gens qui ont passé par là, qui peuvent t'aider, puis c'est un challenge justement que ce soit financier ou que ce soit, écoute, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des possibilités? Des fois, tu n'as même pas besoin d'utiliser de l'argent, tu peux dire j'offre un certain service. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à faire de l'échange de services pour s'entraider puis pourquoi pas s'aider de cette manière-là. Fait que oui, je pense que c'est des excellents conseils. Puis honnêtement, j'ai adoré ma discussion. J'avais hâte, en revenant de voyage, de faire cette entrevue-là, de recommencer du bon pied avec le Studio Montréal. Fait que t'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est super bien. C'est une belle discussion. Puis c'est justement un angle un peu différent de ce que je fais habituellement. Fait que c'était vraiment tout bien. Puis j'espère que ça va aider. Je pense que ça va aider du monde. Puis, je pense que oui, c'est avec le contenu qu'on va retirer de ça. Je pense que les gens vont justement, connaître un petit peu plus c'était qui toi, Frédéric. C'est quoi Head Office, les valeurs de tout ça. Puis 100%. Puis ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans 6 mois, peut-être un petit peu plus tôt même, mais je suis toujours partant. Le but étant de créer une relation long terme avec nos invités. Fait que voilà. Ça va être avec plaisir. Excellent. Merci encore pour ton temps, c'est super cool. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.